Bonjour à tous. Merci à tous les participants. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Julien Schmitt, je suis le directeur de l'AGAP, Agence d'urbanisme Lorraine Nord. Vous êtes une trentaine pour l'instant à avoir rejoint le webinaire. On vous remercie de participer à ce nouveau webinaire de notre club Transition et Résilience que l'on pilote et que l'on anime avec l'agence de Nancy, avec Scalen, avec le soutien du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et avec les services de l'État, la DDT 54. Euh, on va passer une petite heure et demie ensemble cet après-midi pour un petit peu un webinaire de rentrée, on va dire. Je ne sais pas si, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont participé au premier webinaire de lancement du club Transition et Résilience qu'on avait fait au mois de juin. Vous étiez presque une centaine à avoir participé. Euh, je vais pas prendre beaucoup de temps pour introduire, hein. Euh, je vais déjà passer la parole à monsieur Mariette, qui est vice-président à la transition écologique et à la participation citoyenne au conseil départemental 54, qui va introduire le webinaire d'aujourd'hui. Et on va vite arriver dans le cœur du sujet. Voilà, donc on a une petite heure et demie. Je laisse la parole à monsieur Mariette pour, euh, pour introduire ce webinaire. Merci d'ailleurs aux deux agences AGAP et Scalen pour tout le travail qui a été réalisé ces derniers mois en préparation de ces travaux qui sont menés au sein du club Transition et Résilience. Lors de l'ouverture, en quelque sorte, des travaux de ce club, j'avais évoqué deux transitions, une transition subie et une transition agissante. Bon, c'est certes un petit peu schématique, mais il me semble que ça raconte bien la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Quelque part, l'enjeu est le suivant, c'est est-ce que on attend que cette transition s'impose à nous ou est-ce que on retrousse les manches et on avance sur le sujet. Et si on souhaite avancer sur le sujet, je crois qu'il y a là un enjeu de méthode importante. Personne n'a, on le voit au fur et à mesure des années, les sujets évoluent, personne n'a raison seul. Il n'y a pas de vérité absolue, d'idéologie particulièrement définie et claire sur le sujet. Et ça demande systématiquement de trouver une méthode qui permette d'avancer pas à pas, d'avancer avec une certaine prudence, un certain courage, et en s'appuyant sur l'expérience des uns et des autres. Hein, il y a des marges d'erreur, des corrections, des évolutions. Et je voudrais remercier d'ailleurs tous ceux qui se prêteront cet après-midi à un retour d'expérience, montrant, je le devine, l'engagement des élus, des agents, quelquefois des citoyens aussi, car évidemment, une transition, on va dire, pacifiée ne pourra se faire que si on sait aussi embarquer les citoyens. Je voudrais revenir très brièvement sur deux aspects qui me paraissent vraiment importants. Le premier, c'est que cette transition, elle réinterroge nos imaginaires, les imaginaires urbains, ruraux, des petites villes, des grandes villes, de nos façons de vivre, de nos usages, de nos pratiques. Donc c'est un enjeu qui se traduit certes par des décisions et des projets, mais il ne faudra, je crois, jamais oublier que ça vient réinterroger nos représentations sociales, représentations du paysage, représentations de notre vie quotidienne. Donc c'est un travail qui relève quelque part d'une bataille culturelle, pour utiliser un terme qui a un certain succès ces derniers temps. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur un élément important. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on parle de transition. La transition se définit comme n'étant pas une rupture, mais un élément, on va dire, disruptif, continu, qui évolue au fur et à mesure. Et je voudrais dire que le fait que cette transition puisse prendre du temps, vous le savez, 2030, 2050, c'est des temporalités assez longues, ça va demander probablement à ce que, si on ne souhaite pas se retrouver exposé à une critique d'immobilisme, parce que le cap serait trop lointain, ça demande qu'on trouve le récit pour raconter le chemin parcouru, en cours de parcours, les efforts déjà fournis, les évolutions déjà faites. J'ai envie de dire, il faudrait toujours accompagner le terme de transition par le terme de transmission pour rééquilibrer, pour réancrer le futur aussi dans notre histoire, pour réancrer dans le récit que les gens, quels qu'ils soient, ont de leur propre territoire. Si,
et c'est documenté par le Muséum d'histoire naturelle, si on se prête à l'amnésie, on aura systématiquement l'impression de faire du surplace et on créera probablement des, des réactions de la population qui risquent d'être difficiles. Donc voilà, transition et transmission, imaginaire collectif et représentation sociale sont des enjeux qui sont en filigrane de cette transition. Alors avant de passer la parole aux personnes qui sont là pour témoigner des expériences qu'ils ont menées, je vais laisser la parole à Alexandra Poitvin, qui va donc prendre la main pour la suite de ce séminaire. Bonjour Monsieur Mariette, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis Alexandra Poitvin. J'occupe le poste de directrice de la planification et projet à l'agence d'urbanisme Scalen. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le club Transition et Résilience qui, comme l'a dit Julien, a vu le jour le 30 juin dernier lors du webinaire de lancement du club, après un peu plus d'un an de travaux préparatoires. Donc, ce club a été initié par les deux agences d'urbanisme du département, Scalen et la GAP. Nous sommes soutenus et accompagnés par le département et l'État dans nos réflexions et dans notre démarche. Et notre volonté commune, collective, c'est de vous proposer à vous, élus et techniciens des territoires, un lieu de mise en réseau, un lieu d'échange d'expériences, de diffusion des bonnes pratiques sur les transitions à l'œuvre. Et donc ainsi, ce club, il a un double objectif. Le premier, c'est de mettre en exergue les enjeux qui existent sur vos territoires, votre quotidien, et vous permettre d'échanger autour de sujets d'actualité, de thèmes variés, en lien bien évidemment avec des objectifs internationaux, nationaux et locaux, mais aussi en lien avec cinq engagements pour réussir la transition écologique dans les territoires de Meurthe-et-Moselle. Ces 5 engagements ont été mis en avant dans l'une de nos publications qui vous sera prochainement transmise. Donc, c'est s'engager pour la neutralité carbone, s'engager pour le zéro artificialisation nette et un urbanisme durable, s'engager pour une agriculture nourricière et respectueuse de l'environnement, s'engager pour la protection, la préservation du vivant et la gestion durable des ressources, et s'engager pour protéger les habitants face aux risques climatiques. Donc, ces 5 engagements nécessitent de trouver des compromis, nécessitent de trouver des équilibres au sein de vos politiques publiques. Et ça, vous le savez parfaitement parce que c'est votre quotidien lorsque vous travaillez dans vos communes, dans vos intercommunalités. Il crée des contradictions. Comme par exemple comment concilier le zéro artificialisation nette et puis l'agriculture nourricière et le développement des énergies renouvelables. Comment on préserve à la fois les prairies, mais comment on produit en même temps des céréales pour préserver cette agriculture nourricière. Donc, on voit toutes les difficultés auxquelles vous devez faire face. Le deuxième objectif, et là, on va y revenir longuement après dans ce webinaire, c'est de vous faire part de retours d'expérience intéressants pour vous apporter la connaissance de bonnes pratiques ou d'actions remarquables qu'il y a au sein des collectivités pour valoriser vos pratiques, mais aussi pour diffuser, pour rapporter les difficultés que vous rencontrez pour mettre en œuvre vos ambitions, pour répondre aux enjeux de la transition écologique, parce que l'échec ou les difficultés, c'est aussi aider les autres à avancer, à agir et à ne pas subir, comme le disait Sylvain Mariette. Donc, c'est aussi important de ne pas parler que des bonnes pratiques, mais aussi de parler de vos difficultés, comment vous essayez d'y faire face. Ça a été dit par Julien, le club il est animé par les deux agences. Notre souhait, c'est de vous proposer chaque année 2 cycles thématiques qui comportent pour chacun d'entre eux 2 ou 3 temps. Donc, nous aurons, comme pour l'automne 2023, un webinaire pour lancer un thème et puis évoquer les enjeux territoriaux avec un éclairage des agences ou de partenaires, comme aujourd'hui l'ADEME qui est présente à nos côtés. Et puis un forum d'échange ou 2 forums d'échange avec une collectivité qui nous accueille, qui propose une visite et une conférence débat en lien avec le thème du cycle, et puis des retours d'expérience intéressants. Et à côté de ces 2 cycles thématiques proposés par les agences,
Ce que l'on souhaite, c'est que nos partenaires, l'ingénierie publique présente sur le territoire ou un territoire puisse saisir le club et proposer un événement qui peut prendre diverses formes, un webinaire, une visite de terrain, un échange autour d'un café, peu importe. L'objectif, c'est de partager, d'être en réseau et d'être utile à un territoire pour l'aider à agir. Alors régulièrement, on vous proposera également des actualités, des éclairages pour mettre en exergue des enjeux, des avancées territoriales, à partir d'analyses issues d'une plateforme, Transition et Résilience, qui vous a été présentée le 30 juin dernier. Je crois que Julien va y revenir également dans son propos par la suite. Il y aura également une veille territoriale, donc les choses vont se mettre en place petit à petit au fil du temps. Et 2024 sera une année où on va voir davantage se concrétiser en fait notre action et nos propositions. Voilà, alors pour faire court, pour résumer, hein, en conclusion, Transition et Résilience, c'est vraiment une démarche locale qui est inédite pour vous informer, pour vous former aussi, pour vous aider à transformer vos territoires pour faire face aux enjeux et à répondre à l'enjeu de l'adaptation. Et notre ambition collective, c'est vraiment de faciliter les synergies entre vous, pour accélérer le passage collectif à l'action, pour créer des dynamiques locales, pour créer un réseau d'entraide. Et votre appui est vraiment essentiel pour faire vivre ce club, pour l'animer à nos côtés, pour nous aider à enrichir le volet retour d'expérience, pour aider les autres territoires. Et je pense que vous l'avez bien compris, ce club, nous l'avons créé collectivement pour vous, pour les territoires, pour vous, élus et techniciens. Donc, on compte vraiment sur vous parce que c'est aussi votre implication qui en fera sa réussite et qui vous aidera et qui nous aidera collectivement à avancer. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je laisse la parole à Julien. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. C'était déjà très, très riche ce que tu as dit, mais enfin, tu as dit un certain nombre de choses que je voulais aussi évoquer. Euh, Peut-être pour donner des informations sur la plateforme que tu as évoquée et dont on avait pu parler lors de l'événement du 30 juin. Euh, on voit que cette démarche collective, en tout cas, et on l'a vu aussi à travers un certain nombre de sondages qu'on a pu faire un certain temps nous a permis d'amener à maturité ce club, cette idée de club transition aux côtés du département et de l'État, nous a montré que pour les élus et pour les territoires de Meurthe-et-Moselle, il était important aussi qu'on travaille ensemble et qu'on montre l'exemple. Et ce qu'on est en train de faire avec Scalen, Agap et Scalen, on est vraiment en train de mutualiser beaucoup de moyens, c'est-à-dire que même au niveau de nos conseils d'administration, il y a beaucoup d'échanges euh, pour justement euh, mettre en place une plateforme d'échange et vraiment partenariale pour justement améliorer la connaissance et favoriser l'échange sur les questions des transitions. Donc là, on est en train de travailler avec Scalen sur un petit peu à quoi pourrait ressembler cette plateforme. On est aussi en train de travailler avec nos partenaires, en tout cas des partenaires qui ont souhaité s'intégrer directement dans les réflexions pour un petit peu concevoir cette plateforme et puis un petit peu lui donner son sens, parce que nous, l'intérêt, c'est que cette plateforme, elle soit très active et qu'elle soit vraiment utile pour porter les idées de transition à toutes les échelles, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une intercommunalité ou même à l'échelle du département entier. Donc voilà, Alexandra l'a dit, on va se mettre on est déjà en ordre de bataille pour que tout ça se concrétise en 2024. On vous tiendra informé, je pense, au gré des webinaires, parce qu'on vous dira les prochains événements à la fin de ce webinaire. Mais en tout cas, voilà, on est prêt et on s'organise pour un petit peu mettre en place tout ça. Et je pense que vous aurez des informations très rapidement sur la mise en place de cette plateforme. Euh, Maintenant, je pense on va passer au sujet, on va passer aux intervenants. Donc, on a 5 intervenants aujourd'hui qui vont se passer la parole, hein, qui vont intervenir sur les différents sujets. Euh, donc, on aura monsieur Angéli, qui est 4e adjoint de la commune de Metz et qui est en charge du projet de développement urbain durable, ce qu'on appelle le PDUD, que monsieur Angéli, je pense, va nous présenter dans les grandes lignes, euh, qui a fait aussi l'objet d'un retour d'expérience détaillé dans le cahier méthodologique de la publication. Je le remercie beaucoup pour la participation à ce webinaire.
Il y aura aussi Monsieur Delpozen, Xavier Delpozen, qui est consultant et facilitateur, qui a accompagné la commune de Metz et avec lequel on a travaillé, nous, agence, vraiment très bien, une très bonne expérience de travail avec Monsieur Delpozen pour justement accompagner la commune dans la mise en place de ce PDUD. Monsieur Laurent Planchet, qui est coordinateur des pôles collectivités et territoires durables à l'ADEME et référent collectivité pour les métropoles de Nancy, Metz et Strasbourg. Donc on le remercie pour la participation, qui nous donne aussi une dimension multipartenariale, parce que c'est intéressant pour nous d'avoir l'ADEME qui participe et qui viennent en appui aussi de ce club Transition et Résilience et qui pourra apporter aussi son regard sur la stratégie de conduite du changement sur la ville durable de plusieurs communes démonstratrices. Et pour la GAP, il y aura 2 intervenants. Il y aura Michael Volo, qui est chargé d'études principales conditions de vie et observation transfrontalière à l'agence, et Marie-Sophie Thiel, qui est chargée d'études principales projets urbains et fonciers à la GAP et qui a accompagné aussi la ville de Metz sur le PDUD. Et Michael et Marie-Sophie ont globalement participé au processus de rédaction de la publication qui vous a été diffusée. Donc voilà pour les présentations. Je remercie tous les intervenants. Je remercie aussi les intervenants de Scalen, Alexandra et Pascal qui interviendra avec moi plutôt Pascal Taton, le directeur général de Scalen, qui interviendra avec moi à la fin du webinaire en conclusion. Je vais laisser la parole à Michael Volo qui va vous présenter tout de suite le premier axe de cette présentation et de ce webinaire. Bien, merci Julien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer quand même d'être assez synthétique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, quelques mots rapides sur pourquoi on a fait cette publication, un petit peu sur la méthode. Donc c'est un sujet qui est ressorti d'une enquête qu'on a menée auprès des élus et techniciens des collectivités du département de Meurthe-et-Moselle. On a quand même eu 200 répondants à l'époque. C'est une enquête qui a maintenant 2 ans, je crois, on l'avait fait en 2021, et qui nous avait notamment permis d'identifier 2 éléments, c'est les enjeux de la transition écologique vue des territoires meurthe-et-mosellans et puis les freins à sa mise en œuvre à l'échelle locale. Donc, je vais passer assez vite sur les enjeux, simplement passer un peu plus de temps sur les principaux freins. Donc, on en avait identifié 3. C'était principalement le manque de moyens humains en interne, le manque de moyens financiers, et puis le corollaire de tout ça, c'est les conflits de priorité et la transversalité du sujet, puisque notamment avec un manque de moyens humains, c'est compliqué de gérer tout ça de front. Donc on a décidé de se pencher sur le sujet, de voir un petit peu comment on peut identifier quels sont les leviers qui permettent de mettre en œuvre la transition écologique dans ce contexte quand même assez contraint au niveau des collectivités. Alors, la première partie de la publication, c'est un petit peu un préalable. Si je reprends les propos de M. Mariette, c'est un petit peu les grands principes ou, si vous voulez, les fils rouges pour en fait être sur une transition agissante et pacifiée plutôt qu'une transition subie. Et donc, le premier élément, c'est qu'avant de foncer tête baissée dans la transition écologique, il faut peut-être commencer par faire en sorte que l'action ne lui porte pas préjudice. Alors, la première idée clé, c'est ne plus se voiler la face et de regarder la situation telle qu'elle est. La première chose, c'est que le changement climatique qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est une limite de notre planète, c'est un phénomène structurel qui fait peser sur l'ensemble du vivant des risques inédits. Donc là, vous avez quelques exemples, les canicules, les méga-incendies, les inondations, enfin tous les éléments qu'on vit quand même depuis 2-3 ans et qui se multiplient. Et que l'équation climat et ressources limitées nous impose un impératif de sobriété. Après, la sobriété, c'est pas forcément... c'est pas quelque chose de négatif, ça ne veut pas dire la décroissance, c'est pas le déclin et c'est pas la fin du progrès, parce que quand on regarde, et c'est la Banque mondiale qui donne ces éléments-là, c'est qu'un pays comme Cuba a des résultats en matière d'espérance de vie ou de mortalité infantile qui sont comparables à la France ou aux États-Unis, mais qui consomment 4 à 7 fois moins d'énergie. Donc on voit bien que la sobriété n'est pas corrélée au développement.
En revanche, la sobriété, c'est l'adaptation de notre modèle de production et de consommation à des ressources dont on sait qu'elles sont épuisables. Le deuxième élément, c'est l'importance de décloisonner les initiatives qui, de notre point de vue, restent encore trop isolées. Et puis, tout l'enjeu de prendre de la hauteur et de raisonner au-delà des mandats politiques. Aujourd'hui, on a des actions, quand on les regarde de plus près, qui révèlent plutôt une approche d'aubaine plutôt qu'une démarche globale. Par exemple, tout ce qui a été fait dans les collectivités au niveau de l'éclairage public, ça a été multiplié et démultiplié avec l'explosion des prix de l'énergie. La désimperméabilisation des cours d'école, elle est permise parce qu'il y a des financements de l'Agence de l'eau qui sont fléchés. Mais il n'y a pas d'intervention plus globale sur les écoles. La rénovation des logements, on se rend compte qu'elle se fait au coup par coup et en fonction des aides qui sont mises en place. On a subventionné à un moment les pellets, il y a eu une ruée sur les pellets et on a déséquilibré la filière bois. On peut prendre aussi, c'est l'infographie qui est à côté, 100 milliards d'euros qui ont été mis dans un bouclier tarifaire énergétique sur 3 ans. Avec 100 milliards, on aurait pu aussi financer 10 millions de pompes à chaleur, alors qu'on a 16 millions de logements qui sont dépendants des énergies fossiles. Face à l'urgence climatique, on voit qu'il est aussi important de prendre le temps en fait, d'évaluer l'action et puis d'essayer de se projeter sur des visions à plus long terme. Donc, il y a toute une série de questions comme ça qu'il faut se poser en amont et qui ne demandent pas de financement particulier et pas de moyens humains particuliers. C'est simplement de se poser la question du sens. C'est-à-dire, est-ce qu'un projet aujourd'hui aura encore du sens et une utilité quand on sera en 2050 et au-delà? Typiquement, c'est des questions qui se posent sur des projets d'infrastructure et des contournements autoroutiers. Est-ce que dans un contexte où on essaie de réduire la place de la voiture, est-ce que ça a encore un sens dans 20 ou 30 ans? La question de la dépendance énergétique. Un projet, est-ce qu'il risque d'accroître la dépendance aux énergies fossiles d'un territoire? Typiquement, l'aménagement d'une zone commerciale en périphérie. Est-ce qu'on regarde le projet de ce point de vue-là? Et puis, il y a la question de la prise en compte du changement climatique. Aujourd'hui, est-ce que dans nos projets, on intègre, par exemple, l'aggravation des canicules et des pics de chaleur? Vous avez, par exemple, le maire de Bourgoin-Jallieu qui avait témoigné en disant que sa piscine qu'il avait isolée, en fait, était très mauvaise pour évacuer la chaleur en été, et donc qui était invivable. Et du coup, il expliquait qu'il était un petit peu coincé parce qu'avec l'aggravation des pics de chaleur, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Et puis enfin, la troisième idée clé, c'est en fait oser faire autrement et de faire du bien-être des populations en fait le cœur d'une stratégie de sobriété. Parce que autre constat qu'on fait, c'est que notre modèle de développement, il est à bout de souffle. On arrive dans un moment où on épuise les hommes, on épuise les ressources, on voit que les conflits sociaux se multiplient, des pénuries de main-d'œuvre qui commencent à se généraliser dans plein de secteurs. On est dans une impasse écologique, socio-économique à plus ou moins longue échéance. L'autre élément, c'est pour faire autrement, c'est que les territoires doivent se positionner clairement dans leurs ambitions de développement, ce qu'on a du mal encore à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que, clairement, est-ce qu'un territoire aujourd'hui doit et peut accueillir des habitants supplémentaires? C'est, à notre sens, c'est une question vraiment centrale dans les politiques de développement. Est-ce que la politique de développement économique doit se faire en fonction des impacts potentiels sur l'environnement et le climat? Et puis aussi, un élément là aussi qui est central, c'est que une stratégie de transition écologique efficace, c'est une stratégie qui réduit les inégalités sociales. Parce que on le voit, les plus modestes sont aujourd'hui les plus affectés par le changement climatique, alors qu'ils y contribuent le moins. Les 20% de ménages les plus modestes en France, c'est 11% des émissions de CO2, alors que les 20% de ménages les plus aisés, c'est 3 fois plus. Donc il y a là une vraie question, et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, où à la base, une mesure écologique qui était d'augmenter la fiscalité sur les carburants pour financer la transition écologique a dégénéré en crise sociale parce qu'on n'a pas prévu d'accompagnement pour les populations qui sont dépendantes intégralement de la voiture individuelle et qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois et qui ont vu leur budget carburant augmenter. Je suis arrivé au bout, c'est ça? Il y a plus,
Donc, à l'aune de tous ces éléments-là, moi, j'avais envie d'interroger la commune de Metz et M. Angéli, notamment sur la question des financements. On a vu qu'on a des financements qui sont segmentés. Et donc, jusqu'à présent, quels financements vous avez pu mobiliser sur le PDUD? Et puis, comment ils vous ont aidé, le cas échéant, à financer et la stratégie globale, ou la construction de la stratégie globale, et la mise en œuvre de cette démarche. Et puis, si vous avez à en valoriser, quel partenariat vous avez mis en place pour faire avancer votre projet? Merci de me donner donc la parole. Donc, je suis bien chargé du PDUD sur la commune de Metz, mais aussi des relations avec notre interco, la communauté de communes des Pays Val d'Alsace. Alors, avant tout, pourquoi un PDUD sur Metz? C'était basé sur deux volontés au départ. Tout d'abord, une volonté de l'équipe d'élus qui était sensible à toute cette problématique du développement durable, mais aussi une deuxième volonté qui était de réfléchir à une vision à long terme, c'est-à-dire une vision qui dépassait notre mandat d'élu, qu'on positionnait à une vingtaine d'années. Donc, c'était une démarche qui n'était pas partisane et qui, dès le départ, englobait bien sûr tous nos citoyens, sans exception. Donc, voilà pour nos volontés. Maintenant, pour répondre à votre question, bien sûr, au départ, on a réfléchi à la mise en place d'une stratégie globale, c'est-à-dire définir des priorités. Nous avions, nous, en tant qu'élus, des priorités, les citoyens en avaient d'autres. Donc, il a fallu faire une synthèse de tout ça, et ce qui a conduit à la rédaction d'objectifs dans le cadre du PDUD. Alors, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en adéquation nos objectifs avec ceux de notre interco. Ça nous paraissait essentiel de travailler avec notre premier partenaire qui était l'interco, d'autant plus que notre communauté de communes possède le label TEPCV, donc Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte. Donc, ça nous paraissait intéressant de cadrer nos objectifs généraux avec ceux de notre interco. Alors, pour cela, comment dire, jusque-là, c'était assez facile à mettre en place parce que ça ne nous coûtait rien, parce que vous parlez effectivement d'une ère de la guerre que sont les budgets. Ça ne nous coûtait rien. Ça a été d'autant plus facile que nous avons été aidés par l'AGAP et puis par Xavier Delpozen qui prendra la parole tout à l'heure. Donc, un soutien assez important pour mettre en place cette stratégie de PDUD. Maintenant, comme vous le dites depuis les débuts, le souci que nous avons pour mettre en œuvre, c'est que nous avons des soucis de budget, en fin de compte, pour par exemple, tout ce qui est, nous avons subi des baisses de dotation, bien sûr, comme tout le monde, le surcoût énergétique, mais nous avons aussi récupéré des compétences qui ont été rétrocédées par notre interco, donc ça nous coûte cher. Et donc, on ne peut pas affecter véritablement un budget au PDUD, c'est-à-dire on essaie de travailler en transversalité sur les différents services, et donc on n'a pas de budget véritablement affecté. Donc, comment faire? Actuellement, si vous voulez, nous avons l'obligation absolue de travailler avec ce qu'on nous propose. Donc, nous travaillons exclusivement, on va dire, tout à l'heure, j'entendais parler de transition écologique subie ou agissante. Donc, nous, c'est plutôt une transition écologique subie parce que nous sommes dépendants des subventions qu'on peut récupérer. D'ailleurs, ce qui nous pose un petit peu de souci, parce qu'on n'a ni les personnes ni les services compétents dans les petites communes pour justement aller récupérer ces subventions. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous avons interpellé l'Interco en leur demandant s'ils avaient la possibilité justement de mettre en place des services qui nous aideraient pour aller chercher ces subventions. Donc, nous sommes maintenant aussi, on a les moyens, enfin, je veux dire, dans nos actions d'agir, mais nous agissons surtout par des actions gratuites, quoi. Hein, des actions gratuites, je parle par exemple des actions qu'on peut faire avec les associations, nettoyage de ville, des actions dans le cadre des fêtes de la science, de conférences, d'animations, d'interventions dans les écoles, en relation avec l'Université de Lorraine. Donc, on a pas mal d'actions là-dedans. On travaille beaucoup sur la réduction de la facture énergétique. Hein. Ça nous intéresse d'autant plus que ça nous permet de mieux gérer nos budgets de fonctionnement. Donc, voilà. Donc, actuellement, pour résumer un petit peu la chose, on est plus dans une stratégie comment dire,
de dépendance, hein, on est dépendant des subventions qu'on peut récupérer. Voilà. On n'a pas les moyens dans les petites communes d'investir autant, surtout qu'on subit des injonctions de toutes parts. Là, récemment, en ce qui nous concerne, la mise en conformité de nos réseaux, par exemple, d'assainissement, etc., qui nous dégrèvent fortement nos budgets. Donc, on ne peut pas mettre en place de budget spécifique pour notre développement durable. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu en ce qui nous concerne dans les petites communes. Bien, merci. Donc, si j'essaye de synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit, grosso modo, c'est que tant qu'on est sur la construction d'une stratégie globale, on est une petite commune, on y arrive. Ça ne demande pas forcément énormément de moyens. Par contre, dès qu'on passe à la mise en œuvre, on se rend compte que le fait d'avoir des aides segmentées, bah, ça entraîne des actions segmentées au niveau local et que la mise en œuvre transversale d'une stratégie, là, du coup, on commence à avoir beaucoup de difficultés. L'autre élément que je retiens aussi, c'est que vous êtes aussi dépendant du niveau d'ingénierie auquel vous avez accès. Et là, il y a pour moi, en tout cas, c'est un point très important et il y a, je pense, une vigilance à avoir parce qu'on risque de voir se creuser des inégalités entre les collectivités, entre celles qui ont l'ingénierie pour aller chercher des financements, des subventions, et celles qui n'ont pas l'ingénierie pour le faire. Et cette inégalité entre les collectivités, quelque part, au final, indirectement, elle risque d'amplifier les inégalités sociales entre les populations. Et on risque d'avoir des populations qui pourraient bénéficier régulièrement de ces financements et qui permettent à leur collectivité d'agir, et les autres qui, entre guillemets, regardent passer le train parce qu'elles ne peuvent pas monter dans le train. Et là, je pense que c'est un risque qui doit interpeller à la fois l'État, la région et le département, qui sont aux deux, on va dire, à l'amont et à l'aval de la question, c'est-à-dire à l'amont parce que ça interroge sur la façon dont on distribue et dont on mobilise ces financements, et puis à l'aval parce que c'est eux qui ont aussi les capacités d'accompagner les petites collectivités locales, ou en tout cas qui auraient du mal à mobiliser de l'ingénierie. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Voilà pour la première partie. Marie-Sophie, je te passe la parole pour la deuxième. Merci, Michael. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Michael, tu as posé le cadre nous permettant de connaître les grands principes pour mettre en œuvre la transition écologique. La question qu'on se pose maintenant, c'est sur le côté pratique, comment faire concrètement? Donc, il y a certaines communes qui ont initié depuis plusieurs décennies leur transition, par exemple Ungersheim en Alsace, Lossogoel dans le Pas-de-Calais, pour ne citer qu'elles. Et ces communes ont mis en avant leurs pratiques, leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Et en parallèle, dans les 10 dernières années, il y a plusieurs politiques nationales et régionales qui ont vu le jour sur les petites polarités urbaines, notamment sur les centres-bourgs. Et mine de rien, l'ensemble de ces retours d'expérience nous apprennent finalement qu'il y a 4 piliers méthodologiques particulièrement structurants et qui apportent une forme de garantie de réussite tout au long du projet. En regardant de plus près, ces piliers relèvent très souvent du bon sens et peuvent finalement être appliqués à tout projet, projet de ville, projet de territoire, projet de quartier, projet d'équipement, etc. Et les dispositifs nationaux plus récents tels que Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville sont en partie calqués sur ces enseignements. Donc, on va décrypter ces piliers avec des cas concrets apportés par la commune d'Aumesse et par l'ADEME. Donc, le premier pilier... mon diaporama ne passe pas. Voilà. Le premier pilier méthodologique, donc, c'est l'approche systémique et multidimensionnelle. Concrètement, il est nécessaire d'analyser le contexte local, les spécificités du territoire, son histoire, de comprendre son fonctionnement en termes d'environnement, en termes de cadre de vie, de mobilité, d'habitat, d'habitudes de consommation, d'emploi, etc. Cette analyse permet d'identifier les enjeux locaux, c'est-à-dire qu'est-ce que le territoire peut perdre ou gagner dans le futur avec le prisme de la transition écologique. Donc, chaque territoire est unique, forcément. Et donc, ces enjeux le sont aussi, et les réponses à apporter aussi. C'est-à-dire que les actions à mener
voilà, elles vont être forcément bien spécifiques à chaque territoire. Et donc, il n'est pas possible de reproduire telle quelle une action d'un territoire à l'autre. Il y a forcément des ajustements à faire. Donc, quand on prend un peu de recul, cette approche transversale des sujets, des actions, des projets est une façon de travailler qui semble être du bon sens. Mais pour autant, elle n'est pas forcément mise en œuvre, car ça nécessite de prendre du temps, de bien poser le diagnostic, de bien poser le projet. Et aujourd'hui, on constate plutôt une logique de gestion projet par projet, thématique par thématique. On dit souvent une gestion en silo. Donc, au-delà de ce que cette approche transversale et globale apporte, elle permet également d'enrichir les projets, d'aller plus loin en prenant en compte des enjeux ou des besoins qu'on n'aurait pas pris si on n'avait pas analysé de cette manière. Et surtout si on n'avait qu'une logique de silo. Donc, je me tourne vers l'ADEME. Monsieur Planchet, j'arrête le partage. Donc, l'ADEME accompagne les collectivités depuis de nombreuses années pour mettre en œuvre la transition écologique. Quel constat faites-vous notamment sur les nombreux outils développés par l'ADEME et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, le constat, il rejoint votre analyse. On avait et on a toujours une partie de nos accompagnements en silo, mais ils suffisent pas. Ils suffisent pas, et je dirais que l'accompagnement a pu se mener depuis une vingtaine d'années maintenant sur des démarches type plan climat. Alors auparavant, ce n'était pas des démarches réglementaires au début des années 2000, et petit à petit, ces démarches-là, pour les plus grosses collectivités, au-dessus de 50 000 habitants, et puis désormais pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, permettent d'analyser différents enjeux de la transition plutôt énergétique. Cette fois-ci, on parle d'enjeux plutôt climatiques et énergétiques. Mais malgré tout, cette partie-là ne suffit pas. Le constat, moi, à l'ADEME, depuis une dizaine d'années, pour accompagner ces plans climat, c'était qu'on avait des personnes qui s'occupaient du plan climat dans un service, et c'était finalement la personne responsable des avancées sur la transition énergétique de la collectivité. Si on n'a qu'une seule personne, ça ne suffit pas. Il faut que chaque service puisse prendre en compte ces enjeux-là, que ce soit lié aux compétences de mobilité. Une grande partie des intercommunalités du Grand Est ont pris des compétences d'autorité organisatrice des mobilités. On peut parler aussi d'urbanisme, on peut parler de gestion de l'eau, des déchets, etc. Donc finalement, toutes ces compétences-là, toutes ces thématiques-là, et tous les acteurs du territoire ont un impact sur les enjeux de transition écologique. Peut-être, si c'est possible de remettre le diaporama, il y a un schéma qui est assez intéressant concernant cette approche multidimensionnelle. C'est issu des travaux du secrétariat général à la planification écologique, qui a travaillé depuis un peu plus d'1 an sur l'ensemble des enjeux de la transition écologique. Et je dis l'ensemble des enjeux, on parle et de biodiversité, et d'enjeux climatiques, et d'enjeux sur les ressources, donc on est bien dans ce cadre global. L'exemple des transports a des conséquences sur le climat. Les transports en France représentent 1/3 des émissions de gaz à effet de serre à l'heure actuelle. Ça a des conséquences aussi en termes d'adaptation au changement climatique. Alors l'exemple qui est mis ici concerne moins dans le Grand Est, mais il y a plus de 4000 km de routes départementales qui seront submergées en cas d'élévation du niveau de la mer d'1 mètre. Donc il faut l'anticiper, cette partie-là. Est-ce qu'on a installé des routes ou à les renouveler dans ce cadre-là? Il y a des conséquences sur les ressources. Dans les objectifs français, par exemple, 15% des véhicules à l'horizon 2030, des véhicules particuliers, sont électriques. Mais la production mondiale de lithium qui serait nécessaire pour ces 15% de véhicules électriques, c'est 5% de la production mondiale. La France ne représente pas du tout ces 5% du PIB mondial. Donc on a une difficulté par rapport à ça, il faut trouver plus de lithium. Par rapport à la biodiversité, les routes vont fragmenter les écosystèmes. Et enfin, par rapport à la santé, par rapport aux émissions de polluants atmosphériques qui ont des conséquences sur cette santé. On a un outil à l'ADEME pour essayer de prendre en compte ces enjeux de manière un peu globaux, qui s'appelle Territoire engagé, transition écologique. Un nom un petit peu long, Territoire engagé. Cet outil est pour les communes et les intercommunalités. Il va balayer l'ensemble des compétences de ces territoires-là, et il s'adapte aux compétences. Donc, on peut à la fois accompagner une petite commune, une très grosse intercommunalité avec cet outil. C'est un catalogue d'actions. Ça permet de voir ce que la collectivité a déjà fait, et que la collectivité choisisse par rapport à son contexte, par rapport à cette question d'adaptation aux différents territoires, les actions à réaliser. D'ailleurs, il y a des collectivités sur le territoire de Meurthe-et-Moselle qui font partie qui sont engagés dans cet outil, cette démarche, la Comcom du bassin de Pompey, la métropole de Nancy par exemple, ou la Comcom Cœur de Pays. Merci à vous. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième pilier,
donc, qui concerne en fait la mise en récit. Donc, concrètement, c'est un pilier qui est moins instinctif que les autres. Parce que, en fait, pour pouvoir avancer et mettre en œuvre les transitions, il est nécessaire de savoir d'où on part et vers où on va et ce qu'on veut. Donc, l'approche systémique et transversale qu'on vient de voir et que M. Planchet a évoqué également nous permet de savoir d'où nous partons finalement, de croiser le tout. Et la mise en récit, elle, va nous permettre de définir un cap, un objectif à atteindre, un objectif clair et désirable pour tous. Donc, la mise en récit, toutefois, c'est aussi écrire l'histoire qui nous emmène vers cet objectif, en définissant le parcours et les balises pour l'atteindre. Donc, pour que chacun en comprenne les étapes et se les approprie. Et c'est les élus, les habitants, les partenaires, les entreprises, les associations, etc. Donc, la mise en récit apporte de la lisibilité au projet tout au long de sa réalisation. Et elle permet également d'évaluer régulièrement le projet pour vérifier qu'on a bien toujours le cap en ligne de mire, mais aussi parfois de faire évoluer le projet. Donc finalement, la mise en récit nous met dans une situation un peu délicate, car elle nous demande de nous projeter dans un avenir lointain dont on ne sait rien et qui paraît imprévisible au vu du contexte actuel. Vous l'avez un petit peu évoqué, M. Planchet. Donc finalement, elle nous incite, cette mise en récit, à expérimenter. Et donc, selon vous, Monsieur Planchet, est-ce qu'on a le droit de rêver, par exemple, à 2050, comme la loi climat nous le demande d'une certaine manière, et est-ce qu'on sait vraiment le faire? C'est une question qui est compliquée parce que 2050, ça nous projette dans des années où on peut ne pas vivre ces années-là. Ça dépend des classes d'âge de la population. Donc, pas toujours facile de se projeter aussi lointain que 2050. 2030, parfois, est un peu plus facile pour pouvoir réussir à se projeter. En tout cas, il faut réussir à se projeter au-delà des actions courantes, au-delà peut-être du mandat électoral, pour construire un avenir souhaitable qui change par rapport à la situation actuelle. C'est l'idée de rêver, imaginer quelque chose de différent, souhaitable pour tout le monde. Dans un contexte d'éco-anxiété, c'est nécessaire. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, le rêve, doit être réaliste et on doit se permettre de construire les actions pour le réaliser. Donc, il doit embarquer tout le monde, il doit permettre à chacun de se projeter dans cet avenir-là. Et finalement, on peut se dire qu'on a le droit de rêver, mais on a le devoir d'espérer et de construire cet avenir en commun. C'est toute la difficulté. Et ces actions de prospective, on peut les appeler comme ça, ou de mise en récit qui permettent de définir un territoire et d'être aussi un peu plus dans une construction collective avec les citoyens, avec les agriculteurs, avec les entreprises du territoire, et non pas dans des revendications individuelles que vous vivez au quotidien. Ça doit embarquer de manière collective. Et c'est quelque chose à relancer et à rappeler régulièrement aux acteurs du territoire. On a construit ensemble ce récit et on essaye de l'atteindre par ces actions-là. Toute la difficulté. Peut-être un petit point complémentaire, il y a une association qui s'appelle Paysages d'après-pétrole qui permet d'analyser un territoire local, en voyant comment le non-accès futur au pétrole transformera le territoire. Si on prend notre territoire il y a un siècle, il ne ressemblait pas vraiment à ce qu'il a aujourd'hui. Il y a eu des gros développements qui ont été permis par l'utilisation assez forte du pétrole, et on peut se projeter aussi de la même manière, mais à l'inverse. Je pense que vous le décriviez assez bien entre histoire passée, action déjà réalisée, volonté et rêve futur, et comment on fait pour y parvenir. C'est un peu les étapes pour cette mise en récit. Merci à vous. Une autre question, mais plutôt pour Romès maintenant, c'est dans le cadre du projet de développement durable de la commune d'Omès, en fait, comment vous avez fait, vous? Parce que je sais, vu que je vous ai accompagné, que vous êtes allé au-delà du temps politique, vous êtes allé au-delà de 2030, même si effectivement, c'est vrai que 2030 me paraît plus atteignable, comme le disait M. Planchet, que 2050. Mais vous, au MES, vous avez été plus loin. Et alors, pouvez-vous nous dire à quelle échéance vous avez été? Et puis, est-ce que ça a été facile? Alors, peut-être une réponse en deux temps, monsieur Angeli, vous démarrez ou Oui, c'est Xavier?
On a essayé d'initier Vous avez montré le petit dessin qu'on a fait là sur la commune de Metz, qui est un beau petit dessin. Hein. Donc ça, c'est le résultat du travail qu'on a pu faire en relation avec Xavier Delposen. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Xavier qui va vous expliquer un petit peu la méthodologie et ce qu'on a mis en place au sein de la commune par le travail avec les citoyens. Voilà. Donc je te laisse la parole, Xavier. Ouais, merci Hervé. Merci à tous de m'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Juste pour me présenter un peu, moi j'accompagne les dynamiques collectives et les projets de coopération entre les acteurs avec des outils et des démarches de facilitation et de conduite du changement. Ça peut être des organisations, des territoires, des tiers-lieux ou des projets urbains. Et je suis aussi allié de la Fabrique des transitions, dont Marie-Sophie a parlé et qui a mis en évidence un peu ce cadre ou ces différents piliers et ce qu'on appelle un code source en fait pour la transition sur base de la transition effectuée par certaines villes qu'on appelle pilotes. Et dans ce cadre, donc, j'accompagne les territoires dans le cadre d'un parcours des territoires pilotes avec l'ADEME, mais aussi un autre avec l'ANCT qui s'appelle Avenir Montagne Ingénierie pour les territoires de montagne. Et donc à Omès, en fait, ce qui a beaucoup facilité les choses, évidemment, c'était l'engagement de l'équipe de la majorité et du conseil municipal dans la feuille de route. Et à partir de là, ça a permis de poser un cadre et de designer une démarche adaptée, en fait, hein, avec des objectifs, des étapes, et puis essayer de se dire comment on va co-construire l'ambition de cette ville avec les acteurs et avec les habitants, et donc d'ouvrir progressivement aux acteurs. Le sujet pour la ville d'Omès, c'était le PDUD, donc le plan de développement urbain durable, mais après, ça peut être sur un PAT, une PVD, une petite ville de demain, ça peut être aussi sur un PCAET ou sur d'autres projets de territoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une session de lancement avec les acteurs, avec les habitants. On a interpellé sur les sujets du développement durable et sur leur expérience. Ensuite, on a co-construit cette vision que vous avez vue avec les habitants, mais aussi d'autre part, avec les élus et avec les agents du territoire pour pouvoir croiser les projets urbains de la ville avec les projets, les envies des habitants et des acteurs locaux, et puis aussi les projets de l'intercommunalité. Et puis ensuite, on s'est lancé dans des ateliers et des projets à partir de réalisations. L'étape suivante, en fait, donc ça rejoint ce pilier, ça rejoint fort le pilier de la mise en récit. En fait, c'est vrai que dès qu'on construit une vision avec les habitants, on est déjà dans la mise en récit, de vers où on veut aller demain. Mais ensuite, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'évidemment, à partir des réalisations, on a besoin ou on devrait raconter un nouveau récit. Donc, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça, faire s'exprimer les acteurs et les nouveaux récits vont permettre de rendre has-been ou plus à la mode, en fait, les anciens récits. C'est un vrai changement culturel, comme le disait Monsieur Mariette en introduction. On essaye de construire un nouvel imaginaire collectif lié à la transition sociale et écologique qui est en cours. Donc, là, c'est pas une étape facile encore à Omès, on pourra en parler avec Hervé, mais c'est parce qu'on demande à ce que toutes les délégations puissent y participer, et c'est pas encore le cas. En fait, ils interpellent pas complètement, en tout cas, ils interpellent pas assez les acteurs et les habitants pour l'instant pour co-construire ce récit. Et sinon, pour terminer, on s'appuie sur les différents piliers dont Marie-Sophie vous a parlé. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Merci Xavier. Oui, allez-y. Je pourrais juste rajouter deux petites choses pour ce qui est de la mise en récit. Donc, on a créé un site dédié au PDUD sur lequel tout citoyen peut suivre les actions en cours réalisées, celles qui sont prévues. Et aussi, je mettrai aussi en avant le gros travail qu'on a fait avec le conseil municipal des jeunes, puisqu'on les a intégrés totalement dans notre PDUD, et ils sont force de proposition. On les consulte très fréquemment et des actions sont pilotées, je dirais quasiment à 90% par notre petite maire actuellement et son petit conseil municipal. Donc ça, c'est très important parce que ces différents enfants sont issus d'un collège qui est très engagé dans le développement durable. Notamment avec des éco-citoyens, etc. Et on fait le lien entre les actions communales
et les actions à l'école. Donc, on a plein d'actions en cours. Je parle des abeilles, je parle des sentiers de randonnée, je parle des déchets, je parle, etc., etc. Des actions qui sont faites conjointement entre la municipalité et l'école, grâce à nos petits éco-citoyens qui sont présents dans les deux instances. Ça, c'est important, surtout si vous parlez d'une vision à long terme, d'engager les jeunes là-dedans. Voilà. Merci à vous. Et finalement, ce que vous abordez, les différents sujets que vous avez abordés, traitent de la mise en récit, mais finalement amène au troisième pilier méthodologique qui est le sujet du management de projet. Voilà, vous l'avez touché un petit peu du doigt. Donc, le management de projet a pour objectif de mettre en place les conditions de réussite du projet en termes de méthode et de gouvernance. Donc, on va y revenir sur l'exemple d'OMES pour savoir comment vous avez fait. Mais en fait, le management de projet, c'est aussi animer le projet, piloter la mise en œuvre des actions. Donc, vous avez évoqué le conseil municipal des jeunes. Voilà, vous avez aussi un gros travail avec les associations, avec les habitants. Donc, dans le cadre d'un projet visant à mettre en œuvre la transition écologique, la complexité du sujet fait que le management ne peut pas être sous la responsabilité d'une seule personne. Ça a été dit tout à l'heure par M. Plancher. Hein, ça ne peut pas être sous la seule responsabilité du maire ou d'un adjoint ou d'un employé de la collectivité. Donc, le management doit être élargi à tous les domaines que nous avons vus dans le premier pilier. Donc, forcément, il doit mobiliser les acteurs de chacun de ces domaines, élus et techniciens de la collectivité notamment. Donc, c'est finalement la création d'une sorte de communauté de travail qui semble la plus adaptée pour suivre ce type de projet. Et puis, ça a été un petit peu aussi évoqué par Xavier, c'est les évolutions aussi en interne sur la manière de gérer les dossiers, voilà, qui sont à anticiper ou à prévoir, ainsi que des formations pour les élus et le personnel. Dans ce contexte, voilà, il importe toutefois de caler un management qui est adapté à la collectivité. Voilà, ça ne sert à rien comme tout à l'heure, de dire on copie ou on colle d'un territoire à un autre. Non, on s'adapte aux compétences de la collectivité, à ses moyens techniques, humains et financiers. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Angeli. À OMES, pour la mise en œuvre du PDUD, quel type de gouvernance avez-vous mis en place au départ et finalement, est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Alors, au départ, dès le départ, on a donc décidé de la mise en place d'un adjoint qui se chargerait du PDUD, donc en l'occurrence moi-même, hein, associé à des élus. Et donc, on a associé le PDUD à la notion aussi de travailler directement avec l'Interco. Donc, je m'occupe des deux, hein, en fin de compte. Ensuite, moi, je voudrais insister quand même sur le rôle central du maire dans une petite commune, parce que ça nécessite un changement, en fin de compte, de paradigme et de pratique, en fin de compte, au sein de la municipalité, puisque ces projets, le PDUD, c'est un travail transversal, donc ça concerne tout le monde. Donc, ça nécessite de décloisonner les services municipaux, ça c'est compliqué, ça c'est la première difficulté, hein, comment dire, d'impliquer tout le monde vers cet axe, cet objectif et essayer à ce que tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, alors ça, c'est pas traditionnel, pas que chez nous, hein, mais ailleurs, c'est le fait de travailler en projet. Donc, travailler en projet, ça nécessite une formation, ça nécessite aussi du temps, ça fait peur. Hein, parce qu'effectivement, il faut réfléchir, il faut rédiger des objectifs, il faut travailler ensemble. Et pour ce qui est des petites communes, nous ne sommes pas des professionnels. Hein, donc, on fait ça. Moi, j'ai un travail à côté de mon travail d'adjoint, je veux dire. Hein, je suis pas retraité encore, malheureusement. Mais comment dire, ça nécessite du temps et ce travail en projet, ça risque de faire peur parce qu'effectivement, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions. Maintenant, ce que les gens ne voient pas, c'est que le fait de travailler en projet, ça nous fait gagner du temps par la suite, d'une part. Et on parlait de budget tout à l'heure. Moi, je vous ai dit, j'ai un budget zéro, hein, pour mon PDUD, mais en décloisonnant tout ça, on va un petit peu mutualiser un petit peu les budgets que chacun possède, que chaque adjoint possède, et on peut aller vers un axe commun en travaillant sur cette notion d'objectif et de travail en commun au préalable. Donc voilà, j'insisterai sur deux choses, décloisonner, et puis surtout le travail en projet. Ça, ce sont les difficultés que, en tout cas, j'ai actuellement. Maintenant, une troisième difficulté, effectivement, et on l'a vu suite au Covid,
Nous sommes une petite municipalité, mais nous avons des associations extrêmement actives. Là, on voit chez nous l'importance de s'appuyer sur les associations existantes. C'est le moyen pour nous de prendre contact avec les citoyens, hein, quand on passe par les différentes associations. Lors du Covid, on a été complètement déconnecté de nos associations et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à continuer notre travail commun. On va dire maintenant, on essaye de relancer la chose. Ça revient, je vais dire, ça revient tout doucement. Et j'espère que dans un futur proche, on pourra remobiliser et puis repartir tous ensemble. Voilà. Merci à vous. Alors, ça fait déjà effectivement plusieurs points importants mis en avant par rapport à cette question du management. Côté ADEME, avec les retours d'expérience que vous avez capitalisés sur les villes démonstratrices de la ville durable, quels conseils, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous auriez à donner sur la gouvernance à mettre en place ou alors remettre l'accent sur certains qui ont pu être présentés? Ça a été très bien présenté par Monsieur Angeli. Je vais remettre l'accent parce que je pense qu'on a touché l'ensemble des enjeux du management de projet. Déjà l'accent sur le portage qui a été évoqué par Monsieur Angeli, le portage du maire et en parallèle du coup le portage par le secrétaire général de la commune ou le directeur général des services pour l'intercommunalité, qui permet de mettre aussi en avant le cap et les enjeux globaux, c'est-à-dire dépasser pour un technicien dans la collectivité ses enjeux individuels et son travail au quotidien pour prendre en compte aussi ces autres enjeux. Ça remet en lien le côté multidimensionnel qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le portage nécessaire et cette transversalité qui finalement doit être dans tous les sens. Transversalité entre les techniciens, transversalité entre les élus et les techniciens, que ce ne soit pas que l'élu en charge de la transition écologique qui s'occupe de ces enjeux-là, et finalement transversalité avec les acteurs du territoire. Mais pour réussir cette transversalité avec les acteurs du territoire, il faut aussi que la collectivité puisse avancer dessus. Et ça rejoint le questionnaire, l'enquête que vous avez réalisée il y a 2 ans, les moyens humains dans la collectivité et la personne qui peut piloter ces enjeux de transversalité, ce management de projet. On avait identifié également ces problématiques-là il y a quelques années côté ADEME. On accompagne plutôt les intercommunalités sur ces enjeux transversaux. C'est une question de compétences, c'est aussi une question tout simplement de moyens. On est une quarantaine à l'ADEME Grand Est et on ne peut pas accompagner toutes les communes du Grand Est. C'est aussi une question de répartition avec le fonctionnement ADEME Région dans le cadre de Climaction, où les communes sont un peu plus accompagnées par la région. Dans le cadre du coup de cette réflexion-là, l'accompagnement des intercommunalités, on l'a prévu dans un dispositif qui est spécifique au Grand Est, qui s'appelle accélérateur de transition. Et on finance ce poste. On finance ce poste dédié à la transversalité, pas que dédié à la transversalité, parce que ce qui a été évoqué dans les moyens humains, c'est aussi des moyens pour que les personnes avancent concrètement sur ces enjeux, sur l'un de ces enjeux de transition écologique. Donc en mettant en lien le référentiel que j'évoquais tout à l'heure, territoire engagé transition écologique, avec les retours d'expérience, le catalogue d'actions, l'amélioration continue des collectivités et puis le financement de postes, ce sont les 2 grands piliers qu'on propose aux intercommunalités du Grand Est pour progresser dans la transition écologique. Merci à vous. Alors, je vais passer au dernier pilier qui a été déjà finalement un petit peu abordé, c'est le sujet de la construction collective du projet, associant élus, partenaires, techniciens des collectivités, acteurs locaux, entreprises, etc., et les habitants. Donc, l'association de tous les acteurs, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, chacun apporte finalement un regard spécifique au territoire. Ça peut être un regard technique par les services, ça peut être un regard politique via les élus, un regard d'usager par les habitants, un regard économique par les entreprises. Et donc, ces regards complètent la vision à 360 degrés du diagnostic, de la vision finalement qu'on a abordée en premier pilier, en mettant finalement en relief d'autres réalités locales. Et donc, finalement, chaque acteur a un rôle à jouer, un rôle concret, car les collectivités ne sont pas les seules garantes de la mise en œuvre de la transition écologique. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, finalement, si chaque acteur est associé dès le départ, il est plus simple pour lui de comprendre et de suivre le projet. Donc, il y a la mise en récit qui lui permet aussi de comprendre le projet, mais finalement, d'être associé activement à sa réalisation, ça lui permet aussi de s'y engager activement. Et c'est là tout l'enjeu de la transition écologique, c'est que chacun s'engage.
Donc, nous, par exemple, à notre échelle, à la GAP, on constate que les communes sont souvent réticentes, frileuses à l'idée de mettre en place des vraies actions de concertation, de co-construction des projets avec leur population. Et donc, côté ADEME, Monsieur Plancher, toujours pareil hein, sur votre retour d'expérience au sein de l'ADEME. Et puis, finalement, une question un peu en contradiction avec ce que je viens d'évoquer, mais finalement, est-ce que vous pensez qu'on puisse agir en faveur de la transition écologique sans concerter avec la population? Oui, on peut agir. On peut agir sans concerter, en avançant sur ces projets, c'est possible. Par contre, est-ce qu'on ira assez loin? Est-ce qu'on arrivera à atteindre les objectifs de la transition écologique? J'en doute fortement. L'adage public commun qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », ça s'applique véritablement. L'effort par rapport à la réalisation de cette transition écologique, il est partagé entre les actions à mener par les entreprises au sens large, celles à mener par les citoyens et celles à mener par les collectivités locales. Si on prend que les actions directes des collectivités locales, c'est une dizaine de pourcents d'émissions de gaz à effet de serre, maximum. Si on regarde juste les bâtiments publics et les véhicules de service, pour faire très très court, c'est très peu. Donc finalement, cette concertation va être nécessaire. Alors, déjà, il y a un point qui est assez rassurant, et on l'a vu avec la Convention citoyenne, lorsque on fait monter en compétence les citoyens, lorsqu'on leur montre des informations contradictoires, les actions peuvent être prises et on arrive à tomber sur des décisions communes de personnes tirées au sort. Donc c'est possible déjà. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. J'ai un exemple du Grand Est de la communauté de communes des Crêtes Pré-Ardennaises au début des années 2000 qui a mis en place des éoliennes citoyennes, donc cofinancées par les citoyens. C'est une partie du financement de l'éolienne, mais les citoyens étaient actifs dedans. Et il y a même une éolienne qui a été cofinancée par les enfants. Il y avait une partie de financement qui était au nom de ces enfants-là du territoire qui a permis de financer l'éolienne. En demandant à l'élu qui a suivi tout ce projet comment ils ont pu faire ces éoliennes participatives, il a dit « j'ai mis en place des éoliennes, je n'ai pas fait d'éoliennes participatives ». En fait, on fait du participatif depuis 20 ans. Et ça a été un changement. Les premières réunions de concertation publique auxquelles les citoyens viennent un petit peu à rebrousse-poil en se disant « est-ce que ce que je vais dire va vraiment être pris en compte ?» Et puis ils sont plutôt parfois dans une démarche de revendication individuelle. Donc la mise en confiance, finalement, le travail avec les citoyens, le travail avec les associations qui, eux, sont dans une démarche un peu plus collective, d'essayer de montrer l'ensemble des enjeux, les contradictions qui peuvent exister, les prises de décision, de travailler ces prises de décision ensemble, prend du temps, nécessite de s'y mettre dès maintenant, finalement, pour que chacun prenne sa part dans la transition écologique. Et je pense qu'il y a certains projets, je pense à quelques projets d'énergie renouvelable qui ne pourraient pas se faire aujourd'hui s'il n'y avait pas ces enjeux-là. On a des tensions qui arrivent de manière beaucoup plus forte sur les projets d'éoliennes ou de géothermie profonde, par exemple, méthanisation parfois aussi, qui nécessitent ces échanges avec la population. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois pour le partage de vos expériences. Donc, on voit bien là voilà, ce sujet de la participation, de la concertation et aussi, finalement, on l'a dit à plusieurs reprises, comment dire, le climat, les évolutions écologiques, etc., ça va de plus en plus vite. Mais pour autant, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, il va falloir prendre son temps sur certains aspects pour bien poser les choses et aller plus vite après. Ça a été dit par Monsieur Angeli. Et donc, ça, mine de rien, c'est bien à avoir en tête pour finalement avancer pas à pas. Voilà, chaque pas compte et ne pas aller trop vite. Donc encore un merci à tous. Et donc, pour les participants au webinaire, vous avez eu la possibilité de poser des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a eu. Je vais passer la parole à Virginie, qui s'occupe de toute la logistique de ce webinaire, pour savoir s'il y a des questions qui apparaissent. On peut en prendre quelques-unes au vu de l'heure qui avance. Oui, je suis désolée, il n'y a pas eu de questions dans la discussion. Il y a un complément d'information par Monsieur Mariette sur les moyens financiers et le dispositif d'appui au territoire 54. Voilà, qui comprend un volet transition écologique, mais pour l'instant,
Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser aux différents intervenants. Personne pour l'instant? Eh bien, alors je vous propose de passer la parole à Julien et à Pascal Taton, les directeurs des deux agences, pour une conclusion, si vraiment personne ne veut prendre la parole ou poser de questions complémentaires. Julien, je te passe la parole. Oui, merci Virginie. Bon, on a un petit peu en avance, donc c'est bien. Je pense que ça va permettre à tout le monde d'être libéré un petit peu de ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. On va simplement, on espère que ce retour d'expérience vous a intéressé et vous a apporté un petit peu des éléments. N'hésitez pas à nous solliciter, à contacter sur les personnes de Scalen, sur les personnes de la GAP pour aller plus loin. Vous pourrez consulter aussi la publication qui a été évoquée. Vous pouvez la télécharger en ligne, hein. Vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse mail pour peut-être partager des éléments que vous n'avez pas pu partager aujourd'hui durant le webinaire. Globalement, il y aura un replay aussi, mais on enverra aussi à tous nos contacts le replay du webinaire. Et il y aura aussi, donc il y a déjà des prochaines dates, des prochaines échéances qui sont déjà fixées avec un forum d'échange à Toulouse, Toul, pardon, pas Toulouse, à Toul, le 3 octobre, c'est plus proche, sur le financement des opérations de récupération du patrimoine bâti, vacant et dégradé. Je vais peut-être passer la parole à Pascal. Il y aura aussi un forum d'échange à Pannes sur le financement, aussi sur le même sujet. Il y aura d'autres rendez-vous à venir. On va vous tenir informé, comme je vous l'ai dit en introduction, sur l'évolution, la mise en place de la plateforme. Là, on est en train un petit peu de travailler là-dessus avec Scalen. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question dans le chat. Non, c'est Virginie qui a envoyé la publication. Vous l'avez sur le chat, hein, le lien pour la publication, pour la télécharger. Pascal, je te laisse un petit peu conclure aussi avec tes mots à toi sur ce webinaire. D'une part, dire que voilà, nous finissons un peu plus tôt que prévu, mais a priori avec tous les participants, donc c'est bien. On peut y voir l'intérêt qu'ils ont trouvé. En tout cas, en ce qui me concerne, et puisque là, c'était plutôt la GAP qui était en pilote de ce webinaire, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir à la fois une approche qui était très méthodologique sur les pistes méthodologiques et puis des questions extrêmement précises sur le financement. Parce qu'au fond, c'est souvent ça qu'il faut savoir combiner. Je pense que les élus sont souvent en train de jongler avec ces deux éléments. C'est le deuxième webinaire, donc il faut qu'on prenne le rythme. Les webinaires, on le sait, c'est à la fois pratique pour les uns et les autres, parce que ça vous a permis tous de suivre cela depuis votre bureau, mais là, mais ça facilite pas toujours les échanges. Et je pense que la nouvelle modalité de travail, les forums, et donc il faut reconnaître que les communes qui nous accueillent, hein, Toul et Pannes, participent grandement. Hein, les agences sont préparées, mais je salue les communes qui nous accueillent et qui jouent parfaitement le jeu. Donc, je recommande à tous, et dites-le autour de vous, de faire le déplacement, parce que là, c'est quand même bien de se retrouver là-bas, et il va y avoir du travail intéressant. Et puis je vais sur les rendez-vous, bah, tu les as cités, Julien. On est en train de préparer le programme 2024 et Alexandra en a parlé, donc je ne vais pas y revenir. Il y a de nombreux sujets. On parlera avant la fin de l'année de la forêt. On prévoit de travailler sur la question de l'eau qui a remonté très très fortement. Donc, il faut que le club maintenant vive. Et puis, je voulais peut-être finir en rebouclant avec ce qu'a évoqué Monsieur Mariette en début de webinaire, d'un mot qui a été beaucoup réutilisé dans les pistes méthodologiques, qui est la mise en récit. Alors, pour ceux qui peut-être ont le sentiment que c'est un terme pas très concret finalement face aux problèmes qu'on rencontre, je pense que quand même il ne faut pas le négliger, notamment dans l'acception qu'a, ou en tout cas
à l'utilité que lui voyait Monsieur Mariette en disant, on sent bien que tous les jours, il y a des nouvelles qui nous semblent, qui nous désespèrent un peu, qui nous donnent le sentiment sur la transition écologique, on va pas assez vite, on va pas au bon endroit, on s'est trompé, on n'atteint pas les objectifs. Or, du coup, ça masque un peu le chemin parcouru. Parce que les uns et les autres, vous élus et qui travaillez dans les services, on voit quand même ce qui s'est modifié en l'espace de 4-5 ans dans les manières de procéder, dans les priorités, dans les investissements qui sont faits. Donc ça, c'est un travail qu'on va essayer aussi de montrer. Julien, tu l'as dit rapidement en introduction, il y a donc une plateforme web dont vous avez présenté au premier webinaire et qui va être là totalement en ligne. On est en train de faire les vérifications parce que c'est une technologie quand même pas simple. Il se trouve que nous avons fait le choix, tu évoquais les rapprochements, en tout cas la convergence entre la GAP et le Scalene, il y aura une seule plateforme, y compris que ce soit les éléments qui proviendront de la GAP ou qui proviendront de Scalene. Donc pour vous, ce sera complètement neutre. Et on y trouvera à la fois les données, les éléments qui permettent de mesurer et les retours d'expérience. Donc je trouve que là, on va vraiment, à la veille de la fin de l'année, on va commencer à avoir un dispositif d'information qui est important. Donc nous, on en appelle à vos réactions, parce que vous savez bien que quand on conçoit ces éléments, on le fait du mieux possible, mais que c'est les usagers qui peuvent nous dire si c'est bien conçu, s'il y a des améliorations à faire. Donc c'est extrêmement important que progressivement vous preniez l'habitude d'aller sur cette plateforme qui va être aussi un lieu de dialogue, je dirais, permanent entre les différents événements qu'on a menés. Voilà, et à ce titre-là, elle nous permettra peut-être, en tout cas, de répondre à l'attente de Monsieur Mariette, qui est de dire n'oublions pas de montrer le chemin parcouru, de mettre cela en récit, c'est-à-dire de voir comment nous sommes en train d'infléchir nos trajectoires et comment nous travaillons différemment avec quand même des gains qui évidemment se voient peut-être pas à l'échelle de la planète, mais qui sont réels sur les territoires. Voilà, je te repasse la parole, Julien, et puis encore bravo à ton équipe qui a été en première ligne sur l'organisation de ce webinaire. Merci Pascal, mais bon, merci aussi à Scalene, parce que c'est un travail, parfois c'est vous qui êtes un petit peu en avant et des fois c'est nous, mais c'est un travail collectif et c'est aussi peut-être aussi une belle morale aussi pour le travail et pour le club, c'est que deux agences qui n'ont pas forcément des fois les mêmes sujets arrivent à travailler ensemble et à se réunir quand des partenaires les soutiennent, comme le département et l'État. On arrive à travailler ensemble très facilement, mais voilà, effectivement, tu as parlé de la fusion des plateformes. C'est des éléments un peu techniques qui ne vous concernent pas directement, mais notre ambition, c'est de faire en sorte que ce club il soit vraiment le plus transparent et limpide pour vous, en tout cas, et cette plateforme aussi, et qu'il n'y ait pas de différence entre Scalene et Agap, et que tout ça participe à une logique collective dans laquelle tous les partenaires, et en particulier l'ADEME, que je remercie d'avoir participé aujourd'hui, pourra s'intégrer pleinement, comme tous les autres partenaires qui ont pu participer à ce webinaire ou à d'autres et qui participeront au suivant. Et c'est vrai que Pascal a parlé des autres sujets, mais nos équipes travaillent aussi déjà sur la suite, sur 2024, sur les nouveaux sujets, avec d'autres partenaires. Je pense au MMD 54, avec lesquels on échange régulièrement sur d'autres sujets qui vont pouvoir alimenter le club dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bon, voilà, je vous propose de conclure. En tout cas, je vous remercie. On vous remercie tous pour votre présence et votre participation. Je remercie aussi l'équipe et tous les participants pour cette présentation de qualité. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le 2 octobre. Donc pour le prochain événement de notre club Transition et Résilience. Au revoir à tous et bonne journée.